Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui va être dans la continuité de l'actualité brûlante en ce moment. On va commencer par alors le titre de cette vidéo. J'avais prévu un titre pour la précédente vidéo, puis finalement j'ai changé d'avis entre temps. Là cette fois-ci, j'espère que je vais mettre c'est la guerre. Oui, c'est la guerre. C'est la guerre aux États-Unis parce que, comme vous l'avez appris, Donald Trump a été condamné pour 34 chefs d'accusation concernant des malversations comptables, des documents, falsification de documents ou détournement de documents, en grande partie liés à l'affaire Stormy machin, là, vous savez, cette actrice porno qui a dû être payée pour faire ce scandale, etc. En 2016, pour éviter justement qu'elle vienne foutre son bordel pendant la campagne présidentielle de Trump en 2016. Alors question, est-ce que ça mérite la tôle ? D'une manière générale, dans le paysage politique américain, on le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'avec l'argent, vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez même... on se souvient de ce représentant démocrate qui s'est fait choper en train de se masturber sur un réseau social, je crois, je ne sais plus si c'est Chatroulette, enfin je ne sais plus le nom de ce site. Pour autant, il n'a pas été condamné et ça n'a pas fait tout un foin. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est assez monnaie courante que des politiciens se fassent finalement choper dans des tentatives de corruption, dans des détournements, etc. Mais très peu d'entre eux, finalement, finissent en tôle. Alors, pour une affaire, pour essayer de cacher une affaire de touche-pipi, dont d'ailleurs, il n'est même pas prouvé que ça a eu lieu. La seule chose qui a été prouvée, c'est que Donald Trump s'est bien retrouvé dans une pièce avec cette dame. Mais rien ne prouve qu'il s'est passé quelque chose. Mais voilà, comme c'est Donald Trump, on va considérer que c'est un pervers, donc forcément il s'est passé quelque chose. La problématique, c'est que, vous savez, aux États-Unis, je vous l'ai dit souvent, c'est le pays des excès. Et autant dire que là, vous avez des presses, des médias, des artistes, des intellectuels, des gens de la télé, etc., qui sont en train de fêter leur joie, de se masturber jusqu'à l'éjaculation d'une joie exacerbée parce que Donald Trump est condamné. Sauf que le problème, c'est qu'il est condamné, mais pour l'instant, on ne sait pas en quoi il va être condamné. Est-ce qu'il va être condamné à de la tôle ? Ou est-ce qu'il va être condamné à une grosse amende ? Est-ce qu'il pourrait être condamné à ne pas être éligible ? Alors, on va être très clair. La grosse amende, oui, c'est sûr. Une capacité d'inéligibilité en tant que citoyen américain pour la prétention à devenir le président des États-Unis, la Cour n'a pas les compétences pour faire ce genre de jugement. Il faut saisir la Cour suprême pour que la Cour suprême, suite à la plainte ou suite à la condamnation, puisse éventuellement, sauf que vous savez que la Cour suprême est majoritairement dotée de juges républicains. Donc là, cette option, vous pouvez déjà l'oublier. Et puis il y a la tôle. Est-ce que Donald Trump va aller en tôle ? On a vu le maire de New York qui, lors d'une conférence de presse, s'était amusé à dire « Ne vous inquiétez pas, on a déjà préparé la cellule pour accueillir Trump dans une de nos prisons. » Je vous l'ai dit, hein, c'est des gamins, c'est des gosses qui s'écoutent un petit peu trop dans leur hypersensibilité. Sauf que mettre Trump en tôle, c'est dangereux. C'est dangereux parce que on l'a vu, même devant le tribunal, vous avez des Trumpistes dont certains se sont même mis à prier
pour Donald Trump. Donc Donald Trump, aujourd'hui, c'est un personnage qui a un électorat. Et non des moindres. Un électorat que même les républicains ne peuvent pas se satisfaire de dire « bon, bah c'est bon, on va le récupérer, puis on va présenter un autre candidat ». Non, non. Ça, vous oubliez. C'est hors de question. L'électorat de Trump, ils veulent Trump. Ils veulent personne d'autre. Alors, la proportion est difficile à quantifier parce qu'on pourrait se référer aux dernières élections, à l'élection de 2016, à l'élection de 2020. On prend le nombre de votes que Donald Trump a obtenu et on se dit, bah voilà, il y a 20-25 millions d'Américains qui sont prêts à voter Trump. Ou 60 millions, je ne sais plus. Je crois que c'est 60 millions. Sauf que dans les 60 millions, vous avez un électorat qui n'est pas particulièrement pro-Trump. C'est plutôt un électorat qui en a tellement gros sur la patate que les démocrates et les républicains, des politiciens classiques, se sont foutus de leur gueule pendant ces 40 dernières années, qu'eux, ils ont dit, bah tiens, on va voter Trump, comme ça, on va bousculer un petit peu les conventions, on va foutre un coup de pied dans la fourmilière. Et cet électorat, aujourd'hui, quand il voit la façon dont le pays est géré et la façon dont on a l'hypocrisie, surtout au niveau d'un électorat progressiste, pro-palestinien, qui se rend compte qu'ils ont un président qui en réalité est tenu par la peau des couilles par les lobbies sionistes, ça la fout mal. Et puis, si vous mettez Trump en tôle, il y a un risque majeur, il y a un risque que le sang coule. En effet, il y a un risque des fanatiques, parce qu'attention, le fanatisme n'est pas l'exclusivité du côté de Donald Trump. Le fanatisme, il est toujours présent partout, même s'il est infime, même s'il est minoritaire, le fanatisme sera toujours présent. Et de fait, ces fanatismes-là pourraient demain faire couler le sang. Voire peut-être enclencher une sorte de théorie des dominos où fatalement le pays risquerait de ne pas s'en relever. Guerre civile, c'est un bien grand mot. Je pense que les Trumpistes ne sont pas suffisants et pas suffisamment motivés, si ce n'est encore, une fois de plus, je le dis, une certaine minorité qui se ferait très rapidement écraser en quelques heures même. Mais d'où la raison, je vous disais, difficile de quantifier à quel niveau certains Américains seraient prêts à accepter de rentrer dans une sécession contre l'État fédéral à cause de Trump. Ça, malheureusement, je n'ai absolument pas la réponse à la question. Donc on va voir comment il va être condamné. Sur quoi il va être condamné? Est-ce qu'on va lui filer juste une grosse amende de quelques centaines de millions? Que même s'il les a pas, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il suffira de vendre un peu plus d'immobilier dans son groupe et il pourra payer ses amendes. Et puis surtout, pour les républicains ont la garantie d'avoir une chance de récupérer la Maison-Blanche par l'intermédiaire de Donald Trump. Donc, les républicains ont tout intérêt à jouer le jeu de la victimisation de Donald Trump que de jouer la carte, tiens, c'est bon, Donald Trump, il est hors jeu, donc maintenant, alors, qui on va mettre à la place de Donald Trump? Non. Ils ne peuvent pas se permettre ça. C'est pas possible, comme je vous l'ai dit, parce que l'électorat trumpiste, en grande majorité, ne votera jamais pour un autre candidat que Donald Trump. Ça, c'est clair. Et ça affaiblirait la démocratie américaine. C'est-à-dire qu'on se retrouverait avec, alors je crois, je ne sais plus le chiffre, ça doit être aux alentours de 240, 250 millions d'Américains qui sont en âge et en capacité de voter. Si vous additionnez les votes qu'il y a eu en 2020, c'est-à-dire je crois que Trump avait atteint 65 millions et Biden 71 millions et des bananes, donc ça fait à peine 150 millions
de suffrages exprimés sur 240 millions d'Américains. En fait. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un niveau d'Américains qui n'ont pas voté ou qui se sont abstenus qui est quand même énorme. Finalement, ça rejoint un petit peu même le problème de la France. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment donné où la France, il va y avoir une majorité de Français qui ne votent plus, qui ne votent pas ou qui s'abstiennent de voter, mais on va valider des candidats par le vote d'un tiers des Français. C'est pas de la démocratie. La vraie démocratie, c'est quand vous avez au moins la majorité plus un d'un suffrage qui s'exprime. Si vous avez 60% d'abstention, moi j'ai envie de dire l'élection est nulle, puisque ce n'est pas la majorité de l'électorat qui s'est exprimé, c'est une minorité. Donc si maintenant la démocratie doit fonctionner avec seulement 5 personnes qui votent au nom de 65 millions d'habitants, non, c'est pas de la démocratie. Donc on va voir. Tout comme on va voir Macron qui s'acharne à nous faire croire que la France est en capacité d'aller faire la guerre contre la Russie. En fait, non. Sauf s'il y a une conscription. Je veux dire, Arnaud Montebourg, là, récemment, je crois qu'il l'a dit, et puis il y en a un autre, c'est Estrosi, je crois. Non, c'est pas Estrosi, je ne sais plus qui c'est. C'est un républicain. Il le disait. Il disait, si jamais Macron n'arrive pas à entraîner l'OTAN, je rappelle l'OTAN, la direction, la présidence militaire de l'OTAN, c'est les Américains. Les Américains, ils ont été très clairs. Non, niet. C'est pas la France qui va y aller toute seule. Elle n'a pas les moyens. Donc pourquoi Macron insiste et persiste et signe? Si ce n'est pour essayer de détourner l'attention. Vous pensez bien que Poutine, il rigole, il dit mais il se ridiculise tout seul, le bonhomme là. D'autant plus que sur les réseaux sociaux, vous avez quand même certains jeunes qui disent oui, l'Ukraine, faut pas la laisser, blablabla, machin, il faut faire quelque chose, faut intervenir, blablabla, etc. Moi je leur dis, oui, mais intervenir, on ne peut pas intervenir avec les moyens humains et matériels qu'on a. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire une conscription. Et à votre avis, qui va entrer dans la conscription? Vous? Ouais, mais non, en fait, moi j'aime pas l'armée. Comment tu veux sauver l'Ukraine si t'aimes pas l'armée? Vous voyez, c'est infantile, ça n'a pas de sens. Alors, la Russie ne sera pas présente aux commémorations des 80 ans du débarquement. Là, pareil. Bon, j'ai envie de dire, Zelensky. Voilà, oui, on est encore dans de l'instrumentalisation d'événements. Sauf que pas sûr qu'il y ait quand même un certain nombre de vétérans, les rares vétérans qui restent, qui vont accepter ça. Donc en réalité, on se rend compte que tout est en train de partir à volo. Vous avez vu l'intervention de Netanyahou. Alors du coup, il n'est pas intervenu sur TF1 parce qu'il y a eu une sorte de boycott sur le web. Donc du coup, il s'est fait interviewer sur LCI. Mais là encore, il a son point de vue, Netanyahou, et donc il expose son point de vue. Après, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Mais de là à mobiliser des gens pour aller manifester près de la tour de TF1. Alors après, il y en a qui sont bien, excusez-moi, il y en a qui viennent se plaindre parce que la police a été violente, etc. Mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte que pour la police, la sécurité, vu que vous générez des mouvements de masse avec vos manifestations, allez savoir ce que vous allez avoir dans vos masses. Il va peut-être y avoir des gens qui vont peut-être vouloir faire de la provocation, des gens qui vont peut-être vouloir pénétrer dans les locaux de TF1, il y en a peut-être qui vont vouloir essayer de choper Netanyahou pour lui découper la tête, etc. Donc, je veux dire, tout est possible. Donc, la police, elle a ses instructions. C'est l'ordre.
Or, vous savez aussi bien que moi que dans ces manifs, même ceux qui s'autoproclament journalistes, c'est des gens qui ne respectent pas l'ordre, c'est des gens qui ne respectent pas les valeurs, les principes. Et du coup, forcément, s'il dépasse la limite, le flic, il ne va pas te dire « Excusez-moi, cher monsieur, mais auriez-vous l'extrême amabilité de bien vouloir reculer afin de pouvoir respecter la zone délimitée à laquelle vous devez respecter pour pouvoir manifester et faire votre travail de journaliste indépendant. » Un flic qui fait ça, il n'a pas le temps de finir sa phrase, qui se prend une baffe. Donc il y a un moment de tension, il y a de la pression aujourd'hui. La pression, elle est partout. La pression, elle va être pendant les JO, la pression, elle va être pendant les européennes. Donc forcément, toutes les inhibitions qui vont commencer à exploser un peu partout. En plus, là, il y a encore eu Alors j'ai vu la vidéo, je suis tombé dessus par hasard, etc. Alors peut-être la vidéo va peut-être être supprimée d'ici là, mais la vidéo est complète, sans montage, sans coupure, etc. De l'attentat de Meinheim en Allemagne. Ouais, c'est violent, hein. Le mec, il poignarde n'importe qui. Donc là, il y a eu quand même des blessés parce que là, les images, elles sont crues. Hein. Je vous le dis tout net, hein, là, c'est du réel. Et ce réel-là, tous les bien-pensants, tous les petits gamins là qui manifestent pro-Palestine, blablabla et compagnie, le jour où ils sont confrontés à cette violence, ils sont complètement déstabilisés. Ils sont paumés. Parce qu'ils n'ont pas la conscience. Ils n'ont pas le réalisme. Donc, ça empire. Alors, quant à Biden qui donne l'autorisation à l'Ukraine de tirer avec du matériel américain ou européen sur des cibles du territoire russe, est-ce que vous vous rendez compte qu'en réalité, là, on est en train de jouer un jeu, c'est-à-dire qu'en fait, on essaie de provoquer la Russie pour qu'elle déclare la guerre à l'Ukraine. Et si elle déclare la guerre à l'Ukraine, l'Ukraine n'a pas le choix de déclarer la guerre à la Russie. Puisque oui, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous rappelle, ces deux pays, pour l'instant, ne se sont pas déclarés officiellement en guerre. D'où la raison pour laquelle on fait un petit peu mumuse avec des co-belligérants dans l'affaire, puisque tant qu'il n'y a pas de guerre déclarée entre les deux pays, nous ne sommes pas des co-belligérants qui devons assumer notre responsabilité. Vous voyez ? C'est comme ce qui s'est passé, si vous voulez, avec la guerre civile espagnole. C'est que c'était une guerre civile, donc c'était pas une guerre entre deux pays. Donc là, vous avez des co-belligérants qui sont rentrés en ligne de compte, c'est-à-dire que vous avez des pilotes, vous avez des soldats américains, britanniques, français qui se sont mis à combattre aux côtés d'un camp, et puis vous avez l'Allemagne nazie qui, elle aussi, a filé du matériel, a filé des hommes, etc., à l'autre camp. Mais à l'époque, étant donné que ce n'était pas des actions, c'était des actions de soutien dans une guerre civile, mais il n'y avait pas d'interventionnisme officiel. C'est-à-dire que les belligérants ou les co-belligérants n'ont pas envoyé officiellement des militaires ou des armées. Ou, vous voyez, l'Ukraine, on a joué exactement le même jeu. C'est-à-dire que même avant 2014, vous aviez des interventionnismes à la fois russes comme à la fois occidentales. Les révolutions oranges, elles n'ont pas été spontanées du fait de conflits idéologiques entre Ukrainiens. Non, les révolutions oranges, elles ont été soutenues, financées par l'Union européenne. Donc c'est de l'interventionnisme. Alors quand on dit oui, mais les Russes ont fait de l'interventionnisme en Ukraine, mais la géopolitique, elle a ses règles, elle a ses lois, et à partir du moment où si un parti fait de l'interventionnisme, vous ne pouvez pas critiquer l'autre de faire de l'interventionnisme alors que vous faites exactement la même chose. Il y en a même qui vont pousser le vice à dire oui, mais nous c'est normal parce que nous on est le camp du bien. Nous on est le camp de la liberté, de la démocratie.
Ben non. La liberté et la démocratie, c'est respecter aussi la liberté des autres. Et la liberté des autres, c'est eux aussi d'avoir le droit de défendre leurs intérêts. Qui plus est leurs intérêts dans une situation géopolitique. Mais malheureusement, vous avez surtout dans les millénaristes des gens qui sont hyper sensibilisés au point de complètement être occultés de cet aspect. Parce que oui, je le dis, aujourd'hui, vous avez une partie de la population qui a encore de l'esprit, de la conscience, de la culture, qui sait faire la part des choses, qui sait réfléchir, comme vous avez une autre part de la population qui est complètement lavée du cerveau, qui voit les choses dans un prisme émotionnel, hypersensible, qui accepte un discours minimisé, simpliste, parce que pour eux c'est plus facile. Ça leur évite de réfléchir, ça leur évite d'aller chercher, d'aller comparer. Ils prennent comme de l'argent comptant, ils boivent ce qu'ils entendent comme étant de foi de vérité. Alors que ce sont des vérités, mais des vérités occultées, des vérités conditionnées, des vérités dans lesquelles on a occulté des détails. Des détails parfois qui font leur importance dans la compréhension des choses. Donc c'est pour ça que quand on parle de guerre civilisationnelle, c'est pas une guerre civilisationnelle à proprement parler entre deux civilisations distinctes. Ça va être une guerre civilisationnelle de clans, de tribus, qui mélangera à la fois des cultures extra-européennes avec des gens qui font partie, qui sont citoyens, parfois même des gens de souche, mais qui, comme je vous l'ai dit, sont lavés du cerveau et vont être convaincus que le bord, que le camp auquel ils appartiennent est le camp du bien. Alors qu'en réalité, il n'est ni le camp du bien, ni le camp du mal. Et qu'ils sont instrumentalisés justement dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, LFI, aujourd'hui, est en train de jouer cette carte de l'émotionnel, de l'hypersensibilité de la jeune génération par rapport à Gaza. La jeune génération qui est dans un élan humaniste, mais naïf, innocent, plonge la tête la première. Logique. Donc, moi je vous le dis, on ne va pas vers une pacification. On va vers un affrontement. Un affrontement idéologique et culturel. Et preuve en est que si aux États-Unis, nous avons notre propre problème entre un peuple qui est véritablement fracturé, mais qui n'est pas trop influencé, bon, à l'exception, oui, des universités, des jeunes avec Gaza, qui s'est incrémenté dans la campagne présidentielle. Mais pour le reste, oui, tu as envie de leur dire aux Américains, dis, mais attendez, que vous faites des manifestations pour Gaza, c'est bien, mais pourquoi vous ne les avez pas faites avant pour d'autres peuples, pour d'autres génocides, pour d'autres situations? Parce que je rappelle la dernière fois que le peuple américain s'est soulevé, a contesté à juste titre contre son propre gouvernement et que ça a finalement joué, c'était la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam prenait tellement de mauvaise réputation et que, évidemment, certains ont commencé à jouer là-dessus pour essayer d'attirer de l'électorat politique en disant oui, ça coûte de l'argent, puis de toute façon, aujourd'hui, oui, mais c'était la lutte contre le communisme. Oui, sauf que le problème, c'est que finalement, vous êtes la plus grande armée du monde, vous avez la plus grande logistique, etc., vous avez les meilleures armes, sauf que la guerre du Vietnam a été la leçon qui vous a appris que même avec cette puissance, vous n'avez pas su gagner cette guerre. Et c'est pour ça que par la suite, il y a d'autres guerres que vous avez perdues. Parce que votre armée peut-être n'est plus du tout en adéquation avec notre temps.
Donc soyez vigilants, observez, ne tombez pas dans les pièges. Et je dirais même les pièges, le Rassemblement National et compagnie, parce que je vous ai dit, tous ces petits mondes-là, tous ces gens qui étaient au débat là sur CNews, tous ces gens-là sont adoubés. Ils jouent leur rôle, très bien même. Mais c'est des gens qui, si demain vous les mettez au pouvoir, vous allez vous rendre compte que finalement, ils appliqueront exactement tous le même plan. À quelques différences près, pour donner le change, idéologiquement parlant, mais sur le plan de la souveraineté, sur le plan de l'économie, sur le plan social, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Rassemblement National est en train de jouer un double jeu, c'est-à-dire que même si ils prétendent ou ils ont prétendu qu'ils ne voulaient pas du Frexit, qu'ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne, force est de constater qu'ils ont quand même dans leur électorat une majorité d'électorats qui, eux, sont pour le Frexit. Donc fatalement, il y a un moment donné où ça risque de jouer soit en leur défaveur, soit en leur faveur, s'ils finissent par retourner leur veste et finalement promouvoir peut-être un Frexit. Mais on en reparlera, affaire à suivre. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas, commentaires, partagez, pouce vers le haut. Et à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.